On s'est rendu compte que dans pas mal d'organisations, petites, grandes, il y a un vrai sujet sur comment on accompagne les contributeurs individuels qui deviennent experts peu à peu dans leur passage de poste en tant que manager. Je pense que c'est super important dans le mouvement dans lequel on est aujourd'hui de dire en fait, il n'y a pas le monde de l'entreprise et la vie perso, en fait, tout se nourrit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks. Je suis Noémie Cogget, CEO de Tech Rocks, et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Baptiste Bénézet qui porte le podcast Learning by Doing, dans lequel j'ai eu la chance d'être interviewée. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Avec plaisir Noémie, merci beaucoup de ton invitation. Donc moi je m'appelle Baptiste Bénézet, comme tu l'as dit, j'anime un podcast qui s'appelle Learning by Doing, qui s'intéresse à toutes les formes d'apprentissage en réalité, et je te raconterai un petit peu ce qu'on fait sur Learning by Doing, mais mon activité principale c'est que je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Team Bakery, qui aide les équipes à mieux travailler ensemble, ça c'est un peu la mission globale, et plus récemment on a un peu affiné notre positionnement, on aide notamment les experts techniques en particulier, à réussir leur prise de poste en tant que manager. Ok, super intéressant. Et justement, j'avais une question pour toi sur nous parler un peu plus de Team Bakery. Est-ce que tu veux me dire un peu, je sais pas, votre enjeu 2025 ? Là, tu me parlais justement de devenir expert technique et d'accompagner des experts techniques. Avec plaisir. Alors, Team Bakery, c'est une société que j'ai cofondée avec mon camarade Arnaud Joubet, qui est aussi ingénieur de formation, et 2 ingénieurs, et on s'intéresse plutôt à des sujets RH à la base. Et effectivement, ça fait 7 ans qu'on l'a créé. On a beaucoup itéré, et le postulat de base était un peu de sortir la formation management de son carcan académique, la fameuse salle de classe, qu'elle soit virtuelle ou physique, dans laquelle on met les managers, on leur remplit la tête avec plein de trucs super intéressants, et derrière, on croise les doigts pour qu'ils mettent des choses en pratique. La réalité est un peu plus compliquée que ça, et toute notre mission, c'est d'aider justement au passage à la pratique. Pour ça aussi que le podcast s'appelle Learning by Doing. Comment on peut aider le manager à construire un cadre à la fois efficace et on va dire confortable ou convivial avec son équipe pour atteindre leurs objectifs et puis surtout pour développer tout le monde, pour continuer à apprendre en continu. Donc effectivement sur l'année 2025, je te le disais, c'est un peu le sujet de on va dire l'affinage du positionnement aujourd'hui. On s'est rendu compte que dans pas mal d'organisations, petites, grandes, il y a un vrai sujet sur comment on accompagne les contributeurs individuels qui deviennent experts peu à peu dans leur passage de poste en tant que manager. Avant, on était expert puis manager. Nous, on est convaincus qu'on peut être expert et manager. En revanche, ça mérite d'être fait de manière, on va dire, organisée, planifiée, progressive pour que ça se passe bien. Et c'est là-dessus qu'on travaille depuis, alors, j'allais dire le début de l'année, mais ça fait quasiment 3 mois avant la fin de l'année qu'on travaille là-dessus. Notamment avec un programme qui ressemble un peu... alors, régulièrement, je dis que le management, c'est une course d'endurance, c'est un sport d'endurance. On a créé un programme qui ressemble à un plan d'entraînement, en fait, en 12 semaines pour aider ces 3 premiers mois de fonction qui sont souvent un peu une zone de turbulence, et pour le manager, et pour son équipe qui ont un ancien collègue qui devient leur chef, et pour l'organisation, parce qu'on attend beaucoup des managers, ils ont un peu un rôle pivot. L'aider à réussir ce passage-là, alors en 3 mois, on ne fait pas tout, mais au moins, on donne à la fois une grille de lecture, des checklists très concrètes, les zones sur lesquelles on va lui proposer de progresser, donc un format un peu de check-up, tu vois, d'évaluation au départ, de voir quelles sont les zones où il ou elle va être plutôt à l'aise, et quelles sont celles à travailler en premier parce qu'elles peuvent compliquer un peu rapidement les situations. On parle de communication, on parle de feedback, notamment de capacité à dire non, d'organiser son temps. Voilà, donner un cadre aussi à ses collègues et de ne pas juste être sur son expertise technique, son exemplarité. Parfois, ça ne suffit pas. Voilà, donc le focus de ce début d'année, on enregistre en mars, c'est vraiment sur ces sujets. Et on est ravis des premiers tours. On accompagne des petites structures sur ce format-là et des cohortes de managers dans des plus grosses organisations type Renault, par exemple. On a pas mal de managers qui sont des experts techniques. Alors, c'est souvent des ingénieurs, mais dans des domaines très différents. Il y a des sujets très IT, il y a des sujets très Indus, Fab. Enfin, voilà. On touche un peu à tous ces domaines avec eux. Et du coup, quand tu parles d'accompagnement, c'est un accompagnement présentiel ? Vous allez directement sur place, justement ? Enfin, comment ça se passe concrètement, peut-être que ça intéressera des gens. À la base, c'est pas présentiel. C'est aussi un truc sur lequel on veut responsabiliser les gens. Alors bien entendu, on a des temps synchrones qui peuvent être en présentiel ou qui peuvent être en distanciel, notamment sur l'onboarding des managers. Si je reviens 2 secondes sur ce format plan d'entraînement, c'est un format qui, je l'ai dit, dure 12 semaines. Donc à 4 semaines, à 8 semaines, à 12 semaines, on fait un point avec eux live. Donc c'est soit du mentoring individuel,
soit du mentoring collectif, qui peut être sur site, qui peut être à distance, ça dépend vraiment des modalités de nos clients. Mais effectivement, a priori, en tout cas dans la construction de l'entreprise, il y avait une vraie volonté d'aider le manager à passer du temps avec son équipe et de pas lui tenir le crayon, quoi, si je dois synthétiser. Non pas que le coaching ne fonctionne pas, et je pense que ça aide dans plein de situations, le coaching. Nous, on apporte un truc un peu plus autonomisant dès le départ, qui convient pas à tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on a resserré sur le public expert tech, enfin tech au sens large, mais des gens qui ont l'expertise et qui ont un peu, comment dire, cette discipline a priori, une forme de discipline a priori, et puis cette volonté de se dire, mais en fait, si j'ai un plan, je peux y arriver, je peux tester moi-même des choses, puis cette volonté un peu de comprendre comment ça marche. Ok, très clair. Et du coup, ça me fait penser à une question. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu disais que ça fait 7 ans que tu as créé Team Bakery. Peut-être juste revenir en 2 mots. La genèse de la genèse. Et oui, ton profil. Donc moi, j'ai 43 ans. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, je suis ingénieur. Moi, j'ai commencé ma carrière plutôt après un stage dans une très grosse structure qui m'a un peu vacciné de la très grosse structure. J'ai plutôt bossé dans des petites structures au service des grosses. La grosse expérience dont je peux te parler, c'est que pendant 10 ans, j'ai cofondé et dirigé une agence qui fait du développement mobile, qui a été rachetée par un groupe qui s'appelle Faber Novel, qui lui-même a été racheté depuis. C'est une boîte où au départ, on était 3, et quand je suis parti 7 ans après, on était plutôt une 60aine. Et on avait la chance de travailler sur des projets assez cool. Alors, on faisait du mobile au moment où le mobile était en plein essor. C'était assez rigolo. C'est un petit côté Eldorado. Je pense que certains revivent en ce moment avec l'IA parce que on est à peu près sur les mêmes... l'IA, je pense que c'est x10 en termes de traction. Ça va encore plus vite. Et il y a des acteurs nouveaux quasiment tous les jours et des solutions nouvelles quasiment tous les jours. Là, sur le mobile, on était plutôt sur on va dire un duopole entre Apple et Google, mais des clients qui avaient la chance de nous faire confiance. Au départ, on était sur des projets d'application, et à la fin, on était quasiment sur une approche produit avec une roadmap. Et en fait, nous, on re-signait chaque année cette roadmap. On a notamment beaucoup travaillé pour la RATP, pour le groupe Canal+, pour Volkswagen. Enfin voilà, des applis qui devenaient de plus en plus centrales, soit dans leur relation avec leurs clients, soit même des applis pour l'interne, de plus en plus. Et dans ce cadre-là, effectivement, quand tu passes de 3 à 60, tu as des phases de croissance. Notamment un moment où, effectivement, j'ai 2 de mes cofondateurs qui sont partis. Et donc, il a fallu faire monter en compétence la strate d'en dessous, les 5 personnes qui étaient en dessous, alors qui commençaient déjà à piloter un petit peu l'équipe, mais qui n'avaient pas vraiment, à proprement parler, un rôle de management. Et donc là, on est passé par l'étape classique de se former au management, de faire venir des coachs, de créer cette scission que j'ai toujours trouvée un peu artificielle entre le manager et son équipe, en tout cas qui ne correspondait pas à notre mode de fonctionnement. Et en fait, le retour de ces managers était assez intéressant. On me disait, en fait, Baptiste, le contenu de la formation, il est top, et je pense que les principes sont hyper intéressants. En revanche, le passage à l'action, il est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, nous, on a un taf monstrueux. Déjà, quand on revient dans notre quotidien, on a accumulé du travail juste parce qu'on n'était pas dispo. Voilà. Et puis, on a un travail assez colossal à retranscrire ça concrètement pour les équipes. Et dernier point, la probabilité que le sujet que j'ai vu en formation me serve demain, sachant que globalement, si tu as acquis un savoir mais que tu ne le mets pas en place dans le mois qui suit, il a disparu. Enfin, tu repars pas de 0-0, mais globalement, il faut que tu y retournes, quoi. Et là, Arnaud, mon associé, avait une expérience à peu près similaire. Et au moment où j'ai revendu mes parts de cette société-là, où je l'ai quittée 6 mois après, je me suis dit, tiens, il y a un vrai truc à faire là-dessus. Encore une fois, de sortir... on a interrogé plein de monde au moment où on a commencé à réfléchir au sujet. Il y a moins d'un manager sur 10 qui nous a dit réussir à mettre en pratique ce qu'il apprend en formation. Donc, il y avait vraiment ce sujet-là. Je pense il y a beaucoup de gens qui n'ont plus envie de retourner à l'école, et la formation est encore un peu vue comme ça. Quelque chose d'un peu trop... scolaire, on va dire. Alors, sur de la formation métier, je pense que c'est super intéressant de garder ça, parce que c'est... Mais sur ces sujets de travail en équipe, ces sujets de management, on s'est rendu compte que fallait plutôt qu'on fournisse des outils, un cadre, bien entendu un vernis théorique, parce qu'il faut comprendre ce qu'on manipule, mais surtout pour qu'on les aide à en parler à leurs collègues. Et donc, on a, depuis le début, nous, créé pas mal d'outils pour les aider à passer à l'action avec leur équipe. Le premier produit qu'on a fait, je souris en te le disant, parce qu'on en fait toujours, et on a affiné vraiment sur du management très très terrain. Donc tu vois, des ateliers, des garagistes, des gens par exemple chez Enedis qui travaillent en voirie. Ce sont des box à partager, donc c'est des box physiques. On a une petite fabrique à box qui est à Saint-Sulpice-les-Feuilles en Haute-Vienne. Je salue Jocelyne si elle passe, elle nous écoute aujourd'hui, Jocelyne qui est l'opératrice qui nous aide
à fabriquer nos box, qui sont en gros des box thématiques pour parler d'un sujet avec ton équipe et surtout passer à l'action. Donc, t'as on en a édité une vingtaine, une trentaine de ces box-là. Soit c'est des sujets très routine opérationnelle. Donc, se fixer des objectifs, mieux gérer notre temps, parler de la délégation, comprendre un petit peu ce qui joue derrière la délégation. Soit c'est des sujets beaucoup plus autour des comportements qu'on peut cultiver dans son équipe. Donc, le feedback revient beaucoup, la gestion des émotions, parler de la motivation aussi. Donc, dans le premier cas, on est vraiment sur une sorte de cartographie du problème et commencer à dire, ok, comment on trouve une solution ensemble, se responsabiliser en équipe sur ce sujet. Puis, on se revoit derrière pour voir ce qui a évolué. Dans l'autre cas, on est plus sur une prise de conscience, de la sensibilisation et puis des recettes pratiques pour dire, ok, on va faire attention à ce sujet-là à l'avenir. Voilà un peu la grille de lecture qu'on peut se donner. C'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà fait le disque ou des trucs comme ça. Pas vraiment de véracité théorique derrière ça, mais ce qui est intéressant dans ces dispositifs, c'est qu'au moins, ça crée la discussion de « Ah bah ouais, on n'est pas tous pareils. Ah bah ouais, faut qu'on fasse gaffe quand on se parle. » Et réaliser que si on fait pas attention à ça, en fait, c'est l'efficacité de toute l'équipe. Et je parle de confort de travail, mais on peut parler de la convivialité aussi. Le fait que on aime bien travailler avec ces gens ou pas, quoi. Tout ça est en jeu à travers ces sujets. Donc, box, premier sujet. Au moment du Covid, forcément, t'envoies un peu moins de box parce que les gens sont pas à côté. Donc, on a créé un deuxième de nos produits qui est une plateforme qui s'appelle le Club Team Bakery. Ça va te parler, c'est une communauté intra- et inter-entreprise de managers. L'idée, c'était de les aider, au départ, de les aider à animer leur équipe dans un contexte où il y a de l'hybride. Aujourd'hui, c'est d'aider notamment des primo-managers dans leur prise de poste. Et donc, dans ce club, tu as deux choses. Tu as une base de contenu très pratique. Donc, on a numérisé tout ce qui était dans nos box. On les a mis à dispo là-dessus, sous forme de guide pratique, sous forme d'atelier à faire avec ton équipe. Tout est scripté, minuté. Tu as tes templates à télécharger. Tu as même des déclinaisons sur Mural, notamment, qui est un espèce de tableau blanc interactif, une salle de, ta salle de travail qui est déjà toute prête, tu te connectes et tu fais ça avec ton équipe. Et le Club Team Bakery, c'est aussi une communauté, donc tous les mois, tu as un rendez-vous entre managers thématique. Donc on a un calendrier édito, qui est soit celui du club, soit celui de notre client, selon si on peut construire des cloisons ou pas dans ce club-là. En général, quand on fait le calendrier avec les clients, c'est un peu calé sur leur temps RH, quoi. Début d'année, c'est plutôt autour des objectifs. Mi-année, c'est l'entretien de mi-année. Et fin d'année, c'est l'éval ou la people review à préparer. Comment tu gères ça, comment tu gères les conversations difficiles, comment tu développes ton pouvoir de conviction parce qu'il faut que tu défendes les dossiers de tes collègues. Enfin voilà, l'idée, c'est d'apporter un soutien en continu à ces managers. C'est un peu, je file souvent la métaphore du sport dans ce qu'on fait, mais pas le sport de haut niveau, vraiment le sport du quotidien. C'est un peu la salle de sport du manager. De dire, en fait, tu ne deviens pas manager parce que tu as été promu ou que tu as eu un jour de formation ou 2 jours de formation ou une semaine de formation. Tu deviens manager en continu et puis tu peux et tu dois en général réactiver certains muscles en fonction du contexte, en fonction de l'actu, en fonction des trucs que tu as à gérer dans ton quotidien. Voilà pour la genèse un peu en accéléré. Intéressant. C'est hyper complet non, mais je trouve ça très chouette. Et je sais que tu avais fait une action, je crois, pendant le Covid avec Flocon. Oui, qu'on connaît tout à bien fait. Aussi, Dimitri, et son équipe. Qui avait fait des box, il me semble. On avait fait des box ensemble. J'adore ce sujet-là. Alors, c'était un sujet très niche, celui du flow, mais enfin très niche. Excuse-moi, Dimitri. Pas très niche, mais en tout cas, effectivement, quand nous on parle de management, on peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Mais là-dessus, je trouve le sujet hyper intéressant et le format box était pas mal aussi pour ce public qui aime bien aussi le côté un peu ludo-pédagogique qui est derrière ça. Et du coup, la question que je me posais, c'était peut-être le lien entre Team Bakery et ton podcast. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Le podcast Learning by Doing, il a bientôt 3 ans. En avril, il aura 3 ans. Donc 3 ans, ça fait 2022. C'est... En te le disant, je me dis waouh, le temps file. Je vieillis à vue d'œil. Non, en fait, c'est assez simple. Pendant le Covid, moi, j'ai beaucoup animé de sessions en distanciel. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de parler dans un micro devant des gens. Enfin, devant des gens ou pas, mais j'étais assez à l'aise avec ce médium audio. Et en fait, il y a un autre truc aussi, c'est que n'étant pas plutôt du domaine RH, il a fallu se construire un réseau aussi dans ce domaine-là. Donc en fait, quand tu demandes aux gens de les rencontrer pour parler de ton produit, ou quand tu demandes aux gens de enregistrer un podcast avec toi pour leur donner de la visibilité, en fait, dans la deuxième solution, c'est un peu plus simple. C'était en premier lieu ça qui le motivait.
2, je trouvais aussi que c'était... on est une petite boîte, hein, on est 2, on travaille en réseau avec plein de monde. Et en fait, en action de communication, tu peux vite t'essouffler. Et en fait, moi, t'es obligé de faire coïncider 2 trucs. Faire un truc qui te plaît, donc parler dans un micro, c'est un truc qui me plaît pas mal. Et te faire connaître aussi. Donc en fait, il y a eu un espèce d'alignement des planètes là-dessus. Et globalement, l'idée de base, c'était de dire... je rencontrais plein de monde qui partageaient un peu les convictions que je te partage depuis le début. Je voulais leur donner une tribune. Moi, en gros, j'ai 3 types d'invités sur le format. J'ai des responsables RH qui mettent des trucs coolants en place ou qui sont prêts à partager aussi les cailloux qu'ils ont dans la chaussure au micro et qu'on échange un petit peu là-dessus. Et moi, l'idée, c'est d'inspirer d'autres dirigeants RH sur ce sujet-là. Deuxième type d'invité, on va être plutôt sur des experts Future of Work ou Future of Learning. Donc, soit des fournisseurs de solutions. J'ai des gens qui font à peu près la même chose que moi, mais dans d'autres sphères qui sont venus partager. J'ai des gens qui écrivent beaucoup sur ce sujet. Je vous conseille d'aller voir Welcome to the Jungle. Il y a les experts du lab. Je pense qu'ils sont quasiment tous passés sur le podcast aussi. C'est un bon vivier d'invités. Et puis, c'est des gens qui ont des trucs intéressants, des thèses intéressantes à défendre. Tu vois, je pense à Louis Vareille sur les réunions. Je pense à Léo sur la partie recrutement. Il y a vraiment des trucs super, super intéressants. Et ça a donné des... En fait, moi, l'enjeu, c'était d'avoir des épisodes très pratico-pratiques avec des conseils aussi à chaque fois. Et en fait, le 3e vivier, c'était plutôt mon bac à sable qui est en train de devenir un peu le truc central dans Learning by Doing aujourd'hui. Il y a 3-4 mois, j'ai un peu opéré un virage. C'est des parcours d'apprenants. Des parcours d'apprenants, ça va être des gens qui ne sont pas forcément du monde de l'entreprise, mais qui peuvent nous raconter des choses intéressantes. Nous qui travaillons plutôt pour des entreprises avec des salariés. Donc ça va de la chorégraphe. Alors j'ai eu quelqu'un qui était réalisateur de films, j'ai eu des athlètes de haut niveau, j'ai eu des coachs sportifs, j'ai eu des entrepreneurs, mais dans des domaines complètement différents aussi. Et en fait... ce qui est hyper intéressant, et c'est moi ce que j'aime aujourd'hui, c'est de tirer des traits entre ces domaines-là et des choses plus récentes. Je peux te parler d'un épisode, là, c'est un des derniers épisodes, et un double épisode que j'ai sorti très récemment. Tu vois dans mon parcours que j'ai pas trop travaillé à l'usine, quoi. C'est milieu plutôt loin, mais par contre, c'est un domaine qui me passionne, et parce que, en fait, mine de rien, en management, il y a beaucoup de choses à faire, et j'ai eu 2 personnes qui étaient assis à peu près dans cette chaise il y a quelques semaines. Jean-Christophe Guérin et Jean-Michel Frixon. J'essaie de ne pas les mélanger parce que c'est 2 gens et ils me reprennent à chaque fois, qu'on travaillait chez Michelin. L'un était directeur de l'industrialisation et membre du COMEX et l'autre a été ouvrier à la chaîne pendant 43 ans. Et en fait, ils partagent un témoignage hyper fort sur l'impact qu'a un bon ou un mauvais management sur la vie des gens. L'épisode avec Jean-Michel, donc, qui était ouvrier et assez, intense émotionnellement. Il a écrit un bouquin sur ce qu'il a vécu, qui est arrivé sur le bureau de Jean-Christophe. Ça a été, voilà. Et au final, en fait, l'histoire est assez magique puisqu'ils se sont retrouvés tous les deux à faire le tour des usines Michelin, que Jean-Michel partage son expérience aux managers et leur dire, en fait, faites gaffe à ce que vous faites parce que ça peut briser des vies, quoi. Et aujourd'hui, ils sont conférenciers. C'est un duo, c'est une fable, en fait. C'est le patron et l'ouvrier qui se baladent partout en France sur ce sujet. Et en fait, c'est pour ce genre d'épisode que j'ai écrit Learning by Doing. Alors, il faut aller dans plein de domaines. Je pense que ça se voit dans le ton que j'ai à te le raconter. C'est la curiosité est quand même un moteur très très fort pour moi. Mon enjeu aussi à travers ça et pourquoi j'ouvre à des parcours d'apprenants, c'est que je pense que c'est super important dans le mouvement dans lequel on est aujourd'hui de dire, en fait, il n'y a pas le monde de l'entreprise et la vie perso, en fait, tout se nourrit. Et en fait, des pratiques de... tout ce qui est autour de la progressivité, tout ce qui est autour de la régularité, c'est des choses, je sais pas, dans n'importe quel, tu veux apprendre à faire la cuisine, faut que tu fasses la cuisine, quoi. Il y a pas de sujet. Et en fait, dans le boulot, c'est à peu près pareil. Par contre, il faut qu'on te propose un cadre où c'est propice de tester des choses, de faire vraiment l'apprentissage aussi le moteur de ta vie pro, pas que en formation management, quoi. Complètement. Et donc, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Génial. Et sachant que, alors juste, je te rejoins sur la partie rencontrer des gens qui ont des professions parallèles ou en tout cas en fait presque complémentaires, ou sur des sujets hyper inspirants. Nous, on le fait sur le Tech Rock Summit. Du coup, sur les conférences, là, on avait Pauline Desroulet en 2024 à Tête Paralympique. Et c'est vrai que, tu dis, tu as l'entraînement, la robustesse, on dit plus vraiment résilience depuis Olivier Amand, mais on parle de robustesse. En fait, c'est assez impressionnant, de voir justement les ponts qu'il y a entre différents domaines. Là où tu t'y attends peut-être pas forcément au premier abord. Ouais. Et puis c'est montrer aussi que notre cerveau est assez plastique, c'est-à-dire qu'on peut aussi développer des trucs sans s'en rendre compte. C'est juste en faisant des petits efforts régulièrement
on arrive à avancer sur ces sujets, quoi. Tout à fait. Et tu disais une chose qui m'intéressait, c'est que tu parlais justement de faire un podcast pragmatique, Oui. en tout cas avec des éléments concrets. Oui. Et ça tombe bien parce que moi, une des questions que j'avais pour toi, c'était justement à travers et ton expérience Team Bakery et ton podcast, je sais pas si tu as des bonnes pratiques ou des recettes qui pourraient être utiles aux CTO, justement sur un apprentissage efficace et régulier. Waouh, le sujet Allez, est très vous très avez large. 3 heures. Ouais, c'est Voilà. ça. Par quel angle, par quel bout je le prends? Je pense qu'il y a vraiment un premier sujet, c'est effectivement je vais commencer par là où on commence avec les managers qu'on aide. C'est le sujet de la gestion du temps. Quand il y a un changement dans ta carrière, donc là, effectivement, là, tu es expert, tu passes manager. Donc, on va dire, je sais pas, tu es expert technique, tu passes CTO. Tu peux avoir de la coordination en plus. Alors, je sais que tous les CTO ne sont pas managers. J'ai bien compris ça. Mais je sais pas, peut-être patron d'engineering où là, pour le coup, tu as un peu plus de management. La première question à se poser, c'est comment j'organise mon temps. Pas oublier que si on vous a nommé manager, c'est qu'on attend de vous que vous managiez, donc que vous y accordez du temps. C'est un truc prioritaire dans votre semaine. Alors, question d'organisation des priorités, mais bon, globalement, c'est ça, et ça passe par quoi? Et essayer de se créer un espace, pas tous les lundis matins pour rentrer dans ta semaine et te dire, ok, il y a quoi devant moi? C'est vraiment un travail de visualisation, quoi. Il y a quoi devant moi? Truc classique. Mes réunions, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux challenger? Qu'est-ce que je peux faire de manière beaucoup plus asynchrone? Alors, Public Tech est plutôt mature là-dessus, mais je préfère le redire aussi. Si je vais pas aller en réunion, le dire, c'est plus poli, et puis ça enlève ça de ta tête, ça enlève un peu de charge mentale sur ce sujet. Et après, effectivement, passer plus en mode routinier, parce qu'on n'aime pas trop le changement, donc en fait, nos semaines se ressemblent aussi. Donc si c'est painful 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, bon, c'est sans doute qu'il y a un truc à changer. Donc créer de la place pour du deep work, créer de la place pour des rituels d'équipe, des rituels individuels. Donc on parle du point d'équipe. On parle, alors je ne vais pas faire l'affront de parler du daily, mais ça peut être des points plus individuels. Où là, oui, on va parler de l'opérationnel, mais ça vaut peut-être aussi un peu le coup de se parler de comment ça va de manière un peu plus haut niveau. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, sur le sujet de l'apprentissage, j'ai écrit un blog post il n'y a pas très longtemps sur comment développer l'apprentissage dans ton équipe pour pas 1 centime ou pas beaucoup plus. Je vais essayer de te le dire de tête, et peut-être qu'on le linkera à l'épisode. Le premier truc que moi j'ai vu, alors qui est très pratico-pratique, c'est j'ai remarqué que les équipes, enfin les bureaux dans lesquels il y avait une bibliothèque, ça crée tout de suite une ambiance d'apprentissage. Et à l'heure, on se dit, ouais, il faut faire revenir les gens au bureau. Enfin, on aimerait bien que les gens viennent. Je trouve que ça, c'est un truc, alors c'est un peu un truc old school. Mais mine de rien, si en plus tu as un compte ouvert, alors soit chez des gens qui vendent des livres en ligne, je ne vais pas les citer, soit chez le libraire du coin, qui est votre copain, pour que, je sais pas, 1 fois par mois, vous passiez une commande, des trucs intéressants à partager, que les gens se fassent un peu des fiches de lecture. Enfin, ça crée de la discussion et ça crée aussi une espèce de rituel que je trouve hyper intéressant. Alors, super anecdotique, mais c'est un truc que j'ai... Alors, je l'ai piqué, je crois, chez My Little Paris. Ça, j'ai trouvé ça génial. Okay. En fait, ils avaient un compte... Ils avaient un compte sur cette fameuse boutique en ligne qui permet d'acheter plein de livres, qui était ouvert à toute l'équipe. Donc en fait, tout le monde pouvait acheter des bouquins. Je sais pas s'il faut aller jusqu'à cet extrême-là, mais au moins, tu vois, avoir un truc. Il y a tout le temps des bureaux qui traînent dans les. Il y a tout le temps, pardon, des livres qui traînent dans les bureaux. Autant essayer de faire un lieu cool où on peut partager là-dessus. Et presque, juste je rebondis sur ce que tu dis, parce que je sais que dans la communauté, il y en a qui le font. Nous, on a un book club TechRox, mais je sais qu'il y en a qui le font dans leur entreprise, en fait, avec leur équipe, de dire, bah, t'as un book club et tu tournes à l'animation justement pour faire vivre un peu ça. Ça peut être un rituel en plus derrière. Je suis pas le plus gros lecteur, je pense, du monde, mais je trouve que c'est un truc qui concourt un peu à cette culture. Deuxième sujet, c'est travailler au max le binomage ou le compagnonnage. Ça va dépendre quel est votre métier et comment vous êtes structuré. Mais effectivement, alors sur les montées en compétences des plus juniors, bah, c'est cool qu'ils aient un senior un peu à côté pour vérifier. Un peu comme les chirurgiens, tu vois. Ils n'ont pas tout de suite opéré, ils sont d'abord assistants de quelqu'un qui opère et puis progressivement ils mettent les mains dans le cambouis. Ça peut être aussi des formats beaucoup plus autour de la sérendipité, un random coffee, d'avoir un peu des rituels comme ça pour aussi provoquer des discussions, faire en sorte que les gens apprennent à se connaître et puis faire des ponts entre des domaines qui a priori se parlent pas trop. Ça, je pense que ça peut être des trucs super intéressants. Ce que j'ai aussi beaucoup vu et expérimenté, ça va être des déj d'équipe avec un expert externe qui vient partager. Alors, ça peut être quelqu'un d'une autre équipe dans la même organisation, ça peut être quelqu'un de complètement différent. Mais l'enjeu, c'est effectivement de ouvrir un peu les chakras de tout le monde. C'est un temps un peu mort. Alors, je sais que les équipes
aiment bien aller jouer à la console le midi ou faire d'autres trucs. C'est aussi, je pense, un moyen de concourir à ça, de fait de partager aussi un moment ensemble. Il y a 2 facteurs là-dedans. Il y a la bouffe, qui est un vrai sujet. Et il y a aussi le fait d'avoir une expertise externe. En général, je sais pas, les équipes tech sont plutôt des gens plutôt curieux aussi. Donc ça peut très bien fonctionner. Et enfin, je pense que je finirai là-dessus. Alors si c'est pas quelque chose de très présent chez vous, c'est de vous former au feedback. Mais c'est aussi de se poser la question de quasiment tous les jours ou toutes les semaines s'assurer de donner du feedback ou d'en demander autour de soi. Je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre et de progresser, quoi. Et puis c'est surtout quand c'est pas fait, je pense que c'est une des premières sources de démotivation, quoi, de taffer et de pas savoir si t'as bien ou mal fait, parce qu'on va trop vite et parce qu'on prend pas le temps de se le dire. Je pense que c'est un des trucs les plus peut-être le premier truc sur lequel se former en équipe pour s'assurer que de continuer à apprendre et de faire ça et de faire de l'apprentissage un moteur de son équipe. Donc si je résume, la bibliothèque, le binomage, les déj et le feedback. Et la gestion du temps. Et la gestion du temps que j'ai mis a priori, effectivement, notamment pour se créer de l'espace pour toutes ces choses-là, quoi. Oui, pour avoir de la place après pour d'autres rituels. Et justement, est-ce que tu as vu là on parlait d'apprentissage, mais des tendances, tu vois, en 2025, est-ce que tu te dis, ok, là, 2025, sur comment travailler ensemble, quelle serait la grande tendance pour toi ? C'est super dur. tu me poses pas une colle, mais en fait, je peux aussi bien tomber dans le mille qu'à côté, et ça va dépendre du contexte de chaque équipe. Évidemment. Les tendances que je vois arriver depuis, je sais pas, 2-3 ans, c'est peut-être... j'ai l'impression, et je pense que ça va dans le bon sens de l'histoire, que les équipes en projet sont de plus en plus petites et de plus en plus couteau suisse. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Ouais. Et de se dire, on va arrêter de monter des équipes de 100, 200, 400 personnes pour répondre à une problématique. On va plutôt chercher à la cloisonner correctement, à avoir des gens qui sont de plus à l'aise dans de la communication intermétier. Non seulement avoir une expertise technique, mais intermétier en capacité à parler avec du juridique, avec du marketing, avec vraiment des business lines, et aussi entre équipes. Plutôt que de continuer à avoir des gros râteaux avec plein de monde. Et tu passes de 4 fois plus de temps en coordination qu'en prod, quoi. Donc c'est un peu ça le sujet. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ces petites équipes doivent être disciplinées, doivent être en capacité à communiquer vite ce sur quoi elles bossent, les problèmes qu'elles rencontrent. Et donc ce qui fait que du coup, on attend des experts, plus seulement de l'expertise, mais aussi cette capacité à bosser ensemble. Alors, on parle de soft skills, on va dire des skills de communication. Je pense que c'est un peu le truc que je vois, la tendance un petit peu de fond. Je vais avoir du mal à me prononcer exactement sur l'IA parce que le domaine est très vaste, mais tu as quand même l'impression que ça démultiplie notre capacité de production. Après, l'écueil dans lequel on est, je pense aujourd'hui, c'est volume versus qualité. Donc ça va se réguler normalement. Reste que effectivement, on peut se dire que on va pouvoir peut-être passer, alors soit plus produire, soit passer plus de temps sur des trucs importants. Et la coordination, c'est un truc, je pense qu'on n'y est pas encore sur gérer une tension entre équipes, des trucs comme ça. Bon, on peut essayer de s'entraîner avec l'outil d'IA. Reste que la conversation, faut l'avoir avec la personne en face. Et ça, c'est un peu plus sensible, on n'y est pas encore. Et justement, par rapport à ce que tu disais là sur le fait que la communication dans les équipes, des équipes plus petites, est-ce que tu préconises justement, ça va peut-être être une question un peu à l'ancienne, mais parce qu'on est quand même sur une population très remote, remote friendly, on va dire. Est-ce que pour toi, en fait, c'est complètement OK et aujourd'hui, il y a des possibilités de communiquer très simples, ou est-ce que tu préconises quand même un retour au présentiel comme dans certaines structures? Non, je préconise pas de retour au présentiel. Je préconise une vraie analyse de son contexte de travail, de se poser la question de... Enfin, les gens qui nous écoutent doivent être habitués à ce rituel-là de la rétro, mais c'est un peu ça, c'est qu'est-ce qui marche pas, et qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Je constate juste que effectivement le remote first ou le remote friendly, j'ai l'impression fonctionne mieux dans les boîtes qui sont comme ça by design, day one, quoi. Il y a quand même ce truc-là... c'est un élément culturel fort. C'est OK, il y a des boîtes qui fonctionnent ultra bien comme ça. C'est un peu mon point de vue sur la question. Le vrai sujet là-dessus, c'est que tu peux le voir en fait à 2 niveaux. Une organisation se doit d'avoir un cadre global pour ses salariés. Mais en réalité, moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça se joue au niveau de chaque équipe. Alors oui, il y a des us et coutumes, il y a des tendances selon les profils. En vrai...
j'ai un peu de mal avec ça. À la fin, c'est juste avec qui tu taffes tous les jours et qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne bien. Partager des problèmes et essayer de trouver des solutions ensemble. Et je suis convaincu que les gens, s'ils croient dans le projet, s'ils sont un minimum impliqués, ils vont comprendre que faut peut-être qu'on se voit un peu plus souvent ou que c'est OK d'être un peu moins souvent ensemble, quoi. Voilà. J'ai pas de dogme là-dessus, si ce n'est d'avoir cette conversation. Très bien. Et surtout de l'avoir régulièrement, en fait. Oui, c'est ce que tu disais. De toute façon, de savoir communiquer. Au rythme de chaque projet, au rythme des entrées-sorties aussi, parce que on est quand même sur des organismes vivants. De se dire que ce qui était vrai il y a un an, c'est peut-être plus vrai. Et voilà, essayons de garder... on va pas faire redéménager tout le monde, mais essayons aussi d'avoir cette agilité dans notre discussion. Agilité et souplesse. Souplesse, voilà. Complètement. Est-ce que justement, alors, nous, on parle beaucoup de fail, d'échecs. On aime bien cette, cette mentalité, je vais y arriver. En gros, cette culture du fail en se disant, on sait qu'il y a des échecs et c'est chouette de les assumer. Et surtout, en fait, d'en parler, ça va faire gagner un temps considérable à d'autres. Est-ce que tu as rencontré des gens? Est-ce que ou toi, d'ailleurs, tu as quelque chose à nous confier sur, je sais pas, un exemple marquant de quelqu'un qui aurait tiré profit d'un échec? Peut-être toi, nous partager d'ailleurs un fail. Des fails, j'en ai... Ton top fail. Beaucoup. Ouais, j'ai du mal à dire, tel manager a fail là-dessus. Non, bien sûr, c'est plutôt même l'apprentissage par la suite. Ouais, je pourrais te dire qu'effectivement, des gens très techniques, le jour où tu leur dis, en fait, si t'arrêtes pas de te faire déranger, juste parle à tes collègues et leur dis, regarde, dans la journée, vous avez un créneau d'1 heure où vous pouvez vraiment solliciter. Ces collègues étaient plutôt des techniciens sur du support. Donc en fait, il me dit, merci parce que ça a juste changé mes journées de faire ça. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça. Après, moi, des fails, j'en ai plein. Je pense que s'il y a un fail que je peux partager, parce que j'ai l'impression que ça peut être un trait commun sur les ingés qui entreprennent. Je veux dire, nous, les ingés. Tu peux. Non, mais il y a quand même un biais classique, c'est qu'on aime bien construire des trucs, penser des produits. On oublie juste un truc essentiel, c'est que quand tu entreprends, il faut vendre et il faut le distribuer, ton produit. Et ça devrait même être très vite 80% de ton temps de le distribuer et 20% de le penser, ou en tout cas de le mettre à jour. Alors, cette stat-là, ça va vraiment dépendre de ce que les gens font, mais sur l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est un vrai sujet et c'est pour moi une des plus grosses sources d'apprentissage à travers... Alors, je faisais déjà beaucoup de commercial avant, mais en fait, aujourd'hui, quand je regarde mes semaines, c'est plutôt des... Alors là, je suis sur un lancement de produit, donc je suis encore beaucoup sur le produit et le programme dont je te parlais, le plan d'entraînement. Mais en réalité, c'est plutôt de l'ajustement, du calibrage, un peu de réponse au support qui permet d'améliorer le produit. Mais le gros de mes semaines, c'est d'enregistrer des podcasts, c'est d'aller rencontrer des clients, c'est de répondre à des appels d'offres, à des appels entrants. Et j'aime ça aussi, donc c'est cool. Mais il y a un truc où des fois, et puis bon, nous on est 2 ingés, donc des fois on se monte un peu le bourrichon là-dessus en se disant « Ah ouais, faudrait faire ça, ce serait trop bien, il se connecterait en ligne et tout. » Non, en fait, va parler à ton client, puis tu vas te rendre compte qu'un manager, il n'a pas le temps de faire tout ça. Donc faut que vraiment que tu sois peut-être beaucoup moins ambitieux en termes de solution. Par contre, il faut que tu aies la petite solution, la petite astuce. Donc je te parlais là à l'instant, manager qui a un peu canalisé les demandes de son équipe au bon moment et dans le bon contexte. Et c'est là-dessus qu'on bosse de plus en plus. Et c'est vrai que si je passe par exemple autant de temps sur le podcast, c'est que je sais que ça sert à ça aussi. Quand tu es ingénieur et que tu touches au marketing, tu dis ouais, refaire de l'attribution, on va savoir d'où ça. En réalité, sur le métier sur lequel on est, sur le business sur lequel on est, c'est beaucoup plus compliqué, organique. Et en fait, les gens ils t'ont vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, ils disent ah bah ouais, là faut vraiment que je soit manager, faut que je passe à l'action là-dessus parce que j'ai pris un pain. Soit je sens que mes équipes là, faut que je consolide un peu tout ça parce qu'on va avoir un gros problème plus tard si on le fait pas tout de suite. Et j'ai pensé à cette personne-là. Donc ouais, distribution versus conception, c'est un peu c'est une leçon tous les jours. Je continue à l'apprendre et j'essaie de m'améliorer là-dessus. Oui, et puis du coup, il y a aussi dans ce que tu dis un lien avec le terrain. Tu vois, aussi d'écouter, de se dire ok, vraiment, ça connaître vraiment les enjeux.
toi, tu vas avoir l'impression qu'il faut faire ça, mais peut-être qu'en fait, ton client, il a besoin d'autre chose. Ouais. C'est ce que tu dis aussi. Et en fait, il y a un super parallèle à faire avec le logiciel aussi. C'était d'ailleurs, sur le mobile, c'était un des trucs qui a révolutionné le secteur. C'est qu'avec l'App Store, on a eu une plateforme de distribution immédiate de software. C'est ce qui a fait son succès. Pour les plus anciens, je ne sais pas s'ils se souviennent de la manière dont on distribuait des applis mobiles avant l'App Store. C'était 2 ans pour mettre du software sur un téléphone. Il fallait passer chez l'OEM, chez le constructeur, chez l'opérateur. Et en gros, c'était beaucoup de réunions. Là, c'est easy. Bah ouais, quasiment Rapide. immédiat et très peu coûteux. Mm. Donc ouais, je pense que c'est un des succès. Très bien, on arrive à la fin de ce podcast, Ok. Baptiste, qui va très vite. Mais du coup, je me dis, toi, connaisseur de podcast, et puis qui lit un petit peu à ce que tu nous as confié, est-ce que justement, tu as des ressources que tu pourrais, un peu notre bibliothèque virtuelle, pour le coup, des ressources que tu aimerais recommander? Dans quel domaine? Parce que je lis beaucoup sur plein de trucs. Mais... Futur du travail, peut-être management, accompagnement, enfin justement dans ce que tu vois, ce qui bouge. Alors, je peux faire de la promo, pas? Bien sûr. Plutôt Non, plaisir. je vais parler déjà de mes collègues. Laetitia Vito écrit beaucoup sur le futur du travail et elle écrit très très bien sur le futur du travail. Elle a une newsletter dont le nom m'échappe, mais On la remettra. on la remettra. Là, elle a fait un truc récemment sur est-ce qu'on retrouverait pas un peu de saisonnalité dans notre rapport au travail, et elle a fait le parallèle avec les gens qui travaillaient dans les champs il y a quelques décennies, et je trouve ça super intéressant, et à chaque fois c'est très rafraîchissant et ça permet de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait. Sur le futur du travail, le travail que fait Samuel Durand, donc c'est un peu la même clique, mais c'est assez cool. Donc Samuel, alors il fait des conférences, il fait aussi des documentaires, une série sur Work in Progress. Je crois que c'est le 3e ou le 4e qu'il sort là ces jours-ci, et c'est sur Skills. Donc ça promet. Je crois que c'est début avril l'avant-première là-dessus. Super. Plus récemment, il a fait un truc qui était assez rigolo. Il a monté un comedy club sur le futur du travail. Et je me suis bien marré. Je suis allé 2 fois tellement j'ai trouvé ça chouette. Bon, ça c'était du live, donc, mais je pense qu'il y aura des extraits en ligne. Vous pouvez aller le suivre. Ça, c'est plutôt cool. Nous, on a une newsletter qui s'appelle Au four et au moulin chaque semaine, où j'essaye encore une fois d'apporter des solutions pratiques pour le quotidien des managers qui peuvent vous aider. Je suis en train de lire pas mal de trucs sur, ça va parler à tes auditeurs et auditrices, sur le Lean. Putain, je me souviens plus le nom de l'ouvrage c'est con, mais avec le Kindle, t'as pas la couverture. Ouais, je sais, mais j'ai pareil. Bah après, t'as le livre de... Je fais une petite page de pub, du coup, comme ça, le temps que ça se revient. De Fabrice Bernard, qui était intervenu justement en 2014 sur la scène du Summit, qui parle de Lean, justement. Alors, je n'ai plus le titre exact non plus, mais pour le coup, moi, je vois la couverture. Mais en tout cas, si vous tapez Fabrice Bernard sur le livre, ouais. Et alors, j'ai pas lu le livre de Fabrice encore, et s'il nous entend, je voudrais l'inviter sur Learning by Doing pour en parler. Je vais finir le premier, puis après, je lirai le sien, et en parallèle, je lancerai une invitation. Mais bon, je te remettrai le lien. Oui, bien sûr. Non, mais il y a aucun souci. Ça, je suis en train de lire ça, et je trouve ça très, très bien. Ouais, c'est déjà pas mal. En podcast, j'écoute de moins en moins de podcasts j'écoute beaucoup de podcasts, mais pas pro. J'essaye. Ouais. Enfin, si, pro. Je pense qu'on peut piquer chez Mathieu Stéphanie sur Génération Do It Yourself. Il y a beaucoup de choses, mais bon. Est-ce que recommander Mathieu, c'est vraiment de faire un truc de niche? Non, sur l'IA, alors je pense que tes auditeurs et auditrices sont beaucoup plus experts que moi, mais moi j'aime bien les vidéos de Ludovic Salen que j'ai eu. C'est un épisode à sortir, que je vais sortir là sur Learning by Doing, qui est... alors, il vient plutôt du domaine du marketing, mais je trouve que c'est hyper actionnable le contenu qu'il fait. Je trouve ça assez chouette, donc je le conseille aussi pas mal. Bon, on est très bien au niveau du nombre de rêves. C'est bon. Ouais, franchement, c'est très bien, c'est très complet. Et en effet, on mettra les liens directement en description de l'épisode. Et c'est normal de pas forcément avoir tout en tête. Super. Écoute, est-ce que alors tu nous as un peu parlé avant, une actualité à nous partager tient à cœur? Là, il y a la sortie. Alors, je sais pas quand est-ce que sortira cet épisode, mais tout début avril, on sort ce plan d'entraînement, 90 jours pour réussir sa prise de poste en tant que manager. Il y aura des petites choses autour. J'organise un webinaire là, la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura pas mal de petits contenus autour de ça. Et si vous me suivez si les gens veulent me suivre sur LinkedIn, il y aura... Normalement, vous serez notifié d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est une solution à la fois
économiquement plutôt indolore et surtout hyper actionnable et complémentaire de plein de choses que tu peux mettre en place avec de la formation d'interne, du coaching, des choses comme ça. Mais au moins, ça permet de déclencher un truc au moment où la personne est nommée manager sans attendre, tu vois, toute la logistique de la formation un peu plus classique. C'est un kit, enfin, c'est une sorte de kit que c'est tu un, mets. ouais, c'est un plan en ligne. Toutes les semaines, tu as une thématique qu'on creuse. Toutes les semaines, tu as une checklist en fait à faire. Donc, le premier truc qu'on te propose, c'est de te créer cette réunion avec toi-même le lundi matin pour visualiser ta semaine. Et c'est aussi le cas de planifier les tâches qu'on te propose de faire dans la semaine. Il y a une petite vidéo qui explique tout ça. Il y a des conseils pratiques. Le vendredi, et puis il y a des ressources complémentaires si tu veux vraiment creuser un sujet sur lequel tu dis, ah ouais, là, je suis pas au niveau, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et en fait, le vendredi, on te demande comment ça s'est passé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Et on a juste le plan pour suivre un peu la progressivité. Et puis après, effectivement, on fait un onboarding live au départ et des points intermédiaires à 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines pour valider que tu es bien sur le bon track et parler des sujets s'il y a des sujets qui sont non couverts ou partiellement couverts dans ce qu'on a mis en place, qui est un peu le plan, le cadre global qu'on propose. Très clair. Super actualité. Merci beaucoup, Baptiste. On mettra du coup l'événement que tu fais en ligne. Ouais. On pourra peut-être le mettre aussi. Ouais. Bah écoute, avec grand plaisir. Je pense que, alors, même si c'est après, il y aura le replay dispo. Voilà, si elle, en effet, selon date de diffusion. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup, Noémie, de ton accueil et de tes questions. C'est bien, ça permet de réfléchir et de remettre dans l'ordre certaines idées quand tu es dans la soute toute la journée. Et oui, t'es de l'autre côté, là, t'es du côté invité. Merci à toi et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast TechRox. À bientôt. À bientôt.